Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 23 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et demain, c'est Emmanuel Macron qui se rendra à Tel Aviv pour y rencontrer le Premier ministre israélien. Cela alors qu'Israël bombarde la bande de Gaza et le sud Liban ce matin même et que l'aide humanitaire promise par les États-Unis entre à Gaza. La France insoumise avait quant à elle déjà protesté lors de la visite de la présidente de l'Assemblée nationale en soutien à Israël et les manifestations pro-palestiniennes de ce week-end ont fait parler d'elle, une partie de la gauche refusant d'y participer tant que les crimes du Hamas n'y seront pas condamnés ouvertement. Et dans l'Essonne, 2 policiers ont ouvert le feu sur un véhicule qui a foncé sur eux après un refus d'obtempérer. Le conducteur venait de voler une voiture à Guyancourt avant d'être poursuivi par les forces de l'ordre. Après avoir refusé de s'arrêter, le chauffard a délibérément foncé sur les policiers. Dans cette affaire, 2 enquêtes ont été ouvertes. La première enquête porte sur le refus d'obtempérer et les violences sur les policiers. La seconde concerne les coups de feu tirés par les 2 policiers. Ces derniers ont été placés en garde à vue. Et sur le chantier de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, les forces de l'ordre ont procédé à l'évacuation d'une ZAD, zone à défendre, installée par des manifestants. Cette occupation a duré moins de 24 heures avant que les autorités n'interviennent. 9 personnes ont été interpellées au cours de cette opération et 6 militaires de la gendarmerie ont été légèrement blessés. Les organisateurs de la manifestation dénoncent d'une part la politique du gouvernement qualifiée de fuite en avant climaticide et d'autre part la répression exercée par les forces de l'ordre. Et le conseil départemental du territoire de Belfort a décidé de voter le refus de prendre en charge les mineurs étrangers non accompagnés. C'est la première fois qu'une telle décision est prise en France, mettant ainsi ce département en opposition avec l'État. Le département est submergé et a atteint un point de rupture. Cependant, malgré ces circonstances, le territoire de Belfort devra probablement revoir sa position. Et les éléments se déchaînent. La tempête Aline a frappé le bassin d'Arcachon le week-end dernier, laissant de nombreux plaisanciers à la recherche de leurs bateaux échoués. De nombreux propriétaires de bateaux ont passé leur week-end à chercher leurs précieux navires. Certains ont eu la chance de retrouver leurs bateaux intacts, tandis que d'autres ont eu de moins bonnes surprises. Et passons maintenant à une autre actualité qui touche à la liberté de la presse et à sa réglementation avec Elon Musk en première ligne. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, gros sujet. On parle de NewsGuard, une entreprise établie en 2018, devenue un véritable gendarme de la fiabilité des contenus en ligne, et qui promettait une objectivité sans faille. Mais le 19 octobre, Mike Pence, un ancien membre de l'administration Trump, a allumé la mèche d'une potentielle controverse. Selon Pence, NewsGuard serait au centre d'un complot visant à museler les informations alternatives et aurait collaboré avec l'Union européenne à cette fin. Et c'est maintenant au tour du géant de la tech, Elon Musk, de lancer un pavé dans la mare. Il attaque frontalement NewsGuard, l'appelant ni plus ni moins qu'une escroquerie. Rien que ça. Musk et d'autres accusent NewsGuard de jouer les arbitres biaisés, supprimant ce qui leur chante, notamment les voix discordantes en politique. Mais le grand hic dans cette histoire, c'est que NewsGuard travaille main dans la main avec l'Union européenne sur la lutte contre la désinformation. Et c'est d'ailleurs la même Union européenne qui serre la vis sur les géants du web comme X, ex-Twitter, désormais sous la houlette de notre cher Elon. Une histoire qui sent un peu le règlement de compte, vous ne trouvez pas? Allez, restez avec nous pour connaître les détails croustillants de cette affaire. L'assaut mené par Elon Musk exige la dissolution immédiate de NewsGuard. Mike Pence, figure de l'administration Trump, corrobore les accusations évoquant un complot visant à éliminer les informations alternatives. L'Union européenne, collaboratrice de NewsGuard dans la rédaction du Code de bonne pratique 2022 sur la désinformation, est également mise en cause. Ce code, au cœur de la controverse,
inciterait les entreprises technologiques et les publicitaires à asphyxier financièrement les éditeurs, jugés propagateurs de désinformation. Tim Pool, un commentateur politique, a également partagé que NewsGuard avait mis de côté leur plateforme pour avoir cité Donald Trump dans seulement 5 de leurs 5000 articles. Selon Pool, NewsGuard aurait jugé inapproprié de rapporter les propos de Trump sans vérification préalable. Et une enquête menée par Epoch Times a révélé que NewsGuard avançait ses propres opinions biaisées lorsqu'il vérifiait les faits des éditeurs. L'enquête a révélé qu'à plusieurs reprises, des éditeurs auraient subi des pressions de NewsGuard pour avoir publié des articles sur des sujets tels que les vaccins Covid-19, les restrictions en cas de pandémie, le changement climatique et le Forum économique mondial, qui étaient contraires aux opinions de l'establishment de gauche. Dans un rapport publié en mars 2022, le Media Research Center a révélé que NewsGuard avait donné des notes parfaites aux médias qui avaient tenté d'étouffer l'affaire relative à l'ordinateur portable d'Hunter Biden. NewsGuard a également reçu un financement de l'administration Biden. Selon les données de usaspending.gov, le ministère de la Défense a accordé à NewsGuard près de 750 000 $ en 2021. Et la plupart des sites mal notés par NewsGuard auraient tendance à pencher à droite. Cette découverte jette une ombre sur l'intégrité de NewsGuard. Musk, avec son franc-parler habituel, a secoué le cocotier. Mais quelles pourraient être les conséquences? Si NewsGuard perd en crédibilité, on pourrait assister à un vrai chamboulement dans la régulation des infos en ligne. Des sujets et des points de vue jusqu'ici censurés pourraient de nouveau avoir le champ libre. D'autre part, les frictions entre Elon Musk et l'Union européenne concernant X pourraient être remises au goût du jour. Si Musk parvient à réformer la modération sur X et à défier l'Union européenne, ce serait un coup de maître. Il pourrait poster un mème pour l'occasion. Et l'Union européenne aurait à revoir sa copie en matière de modération. Par contre, si l'Union européenne résiste, Musk sera confronté au choix de soumettre X aux règles européennes ou de plier bagage. Pour l'heure, on garde un œil sur cette affaire qui ne fait que commencer et qui, sans aucun doute, nous réserve encore bien des surprises. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Et toujours à propos d'Elon Musk, j'ajoute que le milliardaire a démenti un article de Business Insider qui prétendait qu'il voulait fermer X, anciennement Twitter, en Europe. En effet, Musk a qualifié cet article de totalement faux. La question de la fermeture de X est à la fois une question juridique en lien avec une enquête de la Commission européenne et une question économique car le réseau social cherche à devenir rentable. X risque une amende équivalente à 6% de son chiffre d'affaires. Et de l'aide humanitaire entre en Palestine. Un nouveau convoi d'environ 19 camions d'aide humanitaire est entré à Gaza depuis l'Égypte par le poste frontière de Rafah, selon des sources égyptiennes. Un premier convoi de 20 camions était déjà entré samedi dernier. Et dans la guerre de l'information entre Israël et le Hamas, des médias sont sous le feu des critiques pour avoir repris sans discernement les affirmations du Hamas concernant l'explosion d'un hôpital à Gaza. Après l'explosion meurtrière, le Hamas a immédiatement accusé Israël d'avoir bombardé l'hôpital, affirmant qu'il y avait eu au moins 500 morts. Cependant, des analyses qui ont suivi ont attribué les pertes à une attaque à la roquette ratée menée par le djihad islamique et qui a fait environ 10 fois moins de victimes qu'annoncé par le Hamas. Malgré cela, des grands médias ont retransmis à grande échelle la version du Hamas, jetant de l'huile sur le feu dans le monde entier. Et on passe maintenant aux actualités Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la Chine et des réseaux sociaux. On commence avec un aveu rare de la part d'un cadre de TikTok qui reconnaît que sa société mère en Chine a un accès aux données des utilisateurs. Do you have a parent company in China that has access to user data? Yes or no? Yes, there are instances where and is that Chinese company, your parent company, is it also regulated under Chinese state national law that should the Chinese government want to access their information, third party to you, that they could do that, sir? Yes or no? Well, I'm not an expert in Chinese law, but what I can speak to Sous la législation chinoise, les entreprises sont tenues de communiquer les données des utilisateurs si les autorités le leur demandent.
Dans le cadre d'une action en justice, un ancien employé déclare que la société mère de TikTok héberge une cellule du Parti communiste chinois dans ses bureaux de Pékin. Il avance que cette cellule a un accès illimité à toutes les données de l'entreprise, même des données stockées à l'étranger. TikTok a nié avoir stocké des données d'utilisateurs étrangers en Chine. Suite à ces controverses, plusieurs fonctionnaires en Europe ont dû supprimer l'application de leurs appareils professionnels. Enfin, une action en justice a été intentée contre TikTok en raison du tort causé aux enfants victimes d'une addiction à ce réseau social. Et à l'intérieur de Chine, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Des influenceurs populaires sont contraints de sortir de l'ombre et de révéler leur nom et leur visage sur les plateformes. Leur sécurité personnelle est bien sûr mise en cause et en conséquence, beaucoup abandonnent leur compte. C'est le PDG du réseau social Weibo qui a annoncé cette directive. Pékin avait l'habitude d'exiger des utilisateurs en ligne qu'ils s'enregistrent avec leur identifiant personnel, mais les obliger à révéler leur vrai nom publiquement est une première. Certains sujets sont déjà complètement censurés par le pouvoir en Chine. Bien sûr, la police ne peut pas non plus être partout, et certaines critiques restent artificiellement tolérées pour donner l'illusion d'une liberté d'expression. Un expert en affaires chinoises déclare qu'avec cette mesure, les influenceurs qui avaient l'habitude de dénoncer certains problèmes ne pourront plus le faire par peur de davantage de représailles. Tout le monde connaîtrait leur vrai nom, l'endroit où ils vivent et qui ils sont. La police n'est qu'un aspect de la répression en Chine. Pékin a les moyens de vous faire passer l'envie de vous opposer au PCC. Le militaire, le policier et le civil sont entremêlés dans la défense des intérêts du régime. Et ceux qui osent sortir du lot et dénoncer ce système prennent d'énormes risques. La persécution du Falun Gong, par exemple, est l'un des sujets les plus sensibles pour Pékin et certains de nos collaborateurs ont été torturés à mort simplement pour avoir œuvré à dénoncer cette persécution injuste. Mais revenons à cette réglementation. Les autorités chinoises souhaitent que tous les influenceurs ayant des bases de fans de 500 000 à 1 million de followers s'y conforment. En raison de ce changement, certains influenceurs ont déjà supprimé définitivement leur compte, même ceux qui soutiennent habituellement les politiques de Pékin. L'expert Tang Jinghuan a expliqué que de nombreux influenceurs gèrent leurs comptes pro-Pékin comme des entreprises, contribuant à diffuser la propagande du régime chinois pour en tirer profit. Cette nouvelle règle fait beaucoup parler d'elle en ligne en ce moment. Et quand on observe ce qui se passe en Chine, je pense qu'on peut en tirer des enseignements. Si je peux me permettre un conseil, surveillez vos libertés et vos droits. Non seulement les vôtres, mais aussi ceux des autres. Prenez position quand vous observez une injustice. Ne restez pas silencieux. Un simple message, c'est déjà beaucoup. C'est une preuve de votre existence et ne croyez pas que c'est superficiel. Merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec un joyau du patrimoine français, le château de Chenonceau. Construit sur les vestiges d'un ancien moulin, il se distingue des autres châteaux de la Loire par son emplacement enchanteur au bord du Cher. Ses façades claires et ses larges fenêtres à meneaux témoignent du style de la Renaissance. Diane de Poitiers y a ajouté un pont à arcades reliant le château à l'autre rive du Cher, ainsi qu'un magnifique jardin protégé des crues de la rivière par des murs en pierre. Catherine de Médicis y a également créé son propre jardin, offrant une vue magnifique sur la façade ouest du château. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est devenu un symbole d'espoir, car la ligne de démarcation entre la France libre et la France occupée passait juste au milieu de celui-ci. Le château était un passage vers la liberté pour de nombreuses personnes. Bref, son architecture, son rôle pendant la guerre et son emplacement idyllique font de Chenonceau un symbole glorieux du patrimoine français. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. En ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous accueillir demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres et à demain.